Devant le flot d'images et d'informations déprimantes, inquiétantes, qui inondent chaque jour les écrans de la planète, il est bien difficile de rester optimiste. Des hommes et des femmes travaillent dans l'ombre, sans aucune reconnaissance, en marge du système. Ce sont les chevilles ouvrières d'un secteur économique florissant, le secteur informel. On peut encore changer les choses. Tout travail doit être reconnu, respecté, donner des droits autant que des devoirs. C'est en tout cas ce qu'affirment chaque jour, aux quatre coins du monde, les artisans du changement. Sortir les travailleurs pauvres de la précarité, en les formant et en créant des conditions de travail dignes en toute sécurité, c'est l'objectif de Bagoré Batili, Seri Yulu et Albina Ruiz. Ils ont eu l'inconscience de croire qu'ils pouvaient apporter des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. Ils les ont mises en pratique et leur réussite prouve tout simplement que c'est possible. Au Burkina Faso, l'agriculture est principalement familiale. Elle permet d'assurer la base de l'alimentation. Il est rare que l'on puisse vendre des excédents. La priorité, c'est d'assurer des réserves suffisantes pour l'année à venir. Au moment des récoltes, tout le monde est au champ. À Boromo, Seri Yulu et sa famille ne font pas exception. C'est le point culminant de la saison. Lorsque la récolte sera mise au grenier, il pourra se consacrer à sa deuxième occupation, la maçonnerie. Au Burkina Faso, à la saison sèche, on en profite pour réparer ou construire sa maison. En Afrique ici, on cultive pendant 4 mois. Le 6e mois, on fait les récoltes. Après, il n'y a rien à faire encore. Donc c'est là maintenant, on est revenu maçon à ce temps-là. Dans les campagnes, on privilégie la maison tôlée, une construction rudimentaire recouverte de tôle. Elles sont réputées solides, mais lorsque les températures montent, elles deviennent de véritables fours. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une maison tôlée. Les matériaux de construction sont importés de l'étranger et donc trop chers pour les populations rurales. Alors, on construit en bancoup, en terre, sur une charpente de bois. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Le bois est devenu une ressource trop rare. La déforestation, les feux de brousse ont poussé le gouvernement à mettre en place des lois sévères qui réglementent la coupe et le ramassage du bois de construction. C'est que maintenant, avec les eaux de forêt, là, tu coupes un bois, si on t'attrape, tu payes cher. Tu vois, tu payes cher, tu peux venir vendre tes moutons pour aller payer juste pour un arbre. Le logement pose un problème majeur pour les agriculteurs les plus démunis. La construction devient un luxe car il faut payer à la fois les maçons et des matériaux hors de prix. Ils ne peuvent plus construire comme l'avaient fait avant eux leurs parents et leurs grands-parents. Pourtant, il existe une alternative. Et c'est à Ganges, un petit village des contrefeurs des Cévennes, en France, qu'un maçon, Thomas Granier, l'a tout d'abord imaginé. Sur les conseils d'un ami, il est venu l'expérimenter à Boromo, il y a aujourd'hui plus de 10 ans. J'avais depuis très longtemps dans la tête l'idée de faire un essai sur la capacité qu'on a à construire une voûte sans coffrage. Et arrivé là-bas, cet ami m'a présenté celui qui allait devenir mon collaborateur dans cette aventure, Seri Yulu. Et on s'est mis d'abord à faire tomber des briques les unes sur les autres. Et tout de suite, moi, j'ai eu l'idée que ça pouvait être une vraie alternative architecturale pour le plus grand nombre. Tu as peur? On n'a jamais vu une brique tomber, ça fait... Thomas il a amené cette idée de construire la voûte sans bois, ni tôle, ni coffrage. C'est là maintenant on a commencé avec lui. Bon, au début, comme moi je n'ai jamais vu ça, je le suis, mais
Je ne sais pas comment ça va revenir. C'était un truc que nous, on n'a jamais vu ça. Donc, Construire sans bois ni tôle et sans coffrage, des maisons qui soient accessibles financièrement à l'ensemble des populations rurales africaines, c'est le défi que Seri Youlou et Thomas Granier sont déterminés à relever ensemble. Alors que le bois de construction vient à manquer, ils ont retrouvé et adapté une très ancienne technique architecturale africaine, la voûte nubienne. Venues du Haut-Nil, certaines habitations réalisées selon ce procédé sont aujourd'hui encore debout, 3200 ans après leur construction. La spécificité de cette technique, c'est qu'elle n'utilise ni bois ni tôle, mais de la terre crue et des pierres. Une matière première gratuite et abondante en milieu rural. C'est la fondation qui tient la voûte d'abord. Parce que tous les poids, on a un mur de 60 avec une bonne fondation. Donc maintenant, on construit la voûte sur ces murs porteurs. Donc la voûte, elle ne peut pas venir, elle ne peut pas descendre. Voilà. Quand le mur est solide, la voûte là, elle va descendre très fort. Dans les constructions, on construit des rangs jusqu'aux finitions. On a un morceau, on appelle ça la clé de la voûte. C'est là, tu mets ça par force, tu tapes, ça bloque. Voilà. Si ça bloque là, c'est fini. Pour descendre, c'est pas possible. Une nouvelle architecture, c'est quelque chose qui touche les gens en profondeur. C'est quelque chose de très important économiquement. On ne fait pas 36 maisons dans sa vie. C'est pas inconsommable, une maison. Donc on est sur quelque chose d'assez profond dans lequel les habitudes doivent certainement prendre du temps pour se mettre en place. Il y a aussi le côté très incertain de cette architecture. Les gens voient ça mais pensent que c'est pas possible, ça ne peut pas tenir. Et on nous a souvent traités de fous. Une maison en terre, construite sans charpente. À première vue, ce n'est pas très rassurant. Alors Seri et ses maçons sillonnent les villages pour combattre les préjugés et rencontrer les villageois. L'objectif, les éclairer sur les avantages de la voûte nubienne. Une maison solide, à faible coût, c'est un argument imparable. Mais la méthode de construction suscite quelques craintes. Nous, les villageois, on ne peut pas comprendre vite les choses. Parce que déjà, comme on pense qu'il n'y a pas de fer qui tient, il n'y a pas de bois qui tient. Donc pour les faire comprendre, là, il faut les parler, il faut les montrer d'abord les photos, tu vois, avant qu'ils comprennent. Sinon tu les dis comme ça, il ne veut pas accepter ça vite, quoi. Voilà pourquoi on fait les sensibilisations. En tout cas, comme c'est notre première fois de voir des maisons construites sans tôle, nous voulons aussi essayer et suivre. Comme ça, ça diminue les dépenses. Maison tôlée, ça donne beaucoup de dépenses. Donc, celui qui n'a pas le moyen, il ne peut pas construire. Donc, en construisant à Banco, si c'est résistant, ça nous fera un grand plaisir à suivre pour faire ces constructions. Améliorer la qualité de vie des populations locales ne se résume pas à leur donner un toit. La technique de la voûte doit pouvoir se transmettre et donner aux agriculteurs un bagage supplémentaire, une opportunité d'emploi pendant la saison sèche. Le savoir-faire des maçons voûtes s'acquiert sur le terrain et il dépend de l'envie et des compétences du nouvel apprenti. Là, de nouveau, c'est le côté naturel de la transmission. Tout chantier implique de la transmission et implique pour chacun des acteurs du chantier, même le chef de chantier, de l'expérience. On apprend son métier constamment. Donc il y a un potentiel formateur sur tout chantier de maçonnerie. L'idée de base, c'est d'utiliser ce potentiel formateur, naturel, j'utilise ce mot à nouveau, et de l'accélérer, de le dynamiser, de l'organiser, de le contraindre éventuellement, pour augmenter ce ratio de
de connaissances acquises par chantier ou par homme travaillant sur un chantier. À l'image des compagnons bâtisseurs, il existe 6 degrés sur un chantier de voûte nubienne. Du niveau 0 au niveau 5, de l'apprenti au maître maçon. Ce sont les maçons les plus gradés qui accordent les différents niveaux aux apprentis les plus compétents. Ce système garantit une transmission parfaite des fondamentaux de la construction. La notoriété des maçons voûtes s'est rapidement répandue dans tout le pays, jusque dans la capitale Ouagadougou. Jean-Yves Dagnon a choisi de construire un bâtiment en voûte plutôt qu'en béton, notamment parce qu'il ne faisait plus confiance aux maçons traditionnels. Ici, en fait, on a une très grande majorité d'acteurs dans le bâtiment, enfin des constructeurs, qui sont en fait des artisans qui sont dans le secteur informel depuis toujours. Ce sont pratiquement toujours des personnes qui n'ont pas suivi de cursus de formation, qui ont participé comme manœuvre d'abord dans les chantiers et ensuite les plus débrouillards. Ce sont aussi ceux qui parlent aussi très bien. Ce sont eux qui arrivent assez rapidement à prendre des marchés en faisant croire facilement, relativement facilement, qu'ils connaissent bien leur métier. Seri Youlou est venu de Boromo pour superviser le travail d'Aruna, le chef de chantier. Aruna est aujourd'hui un maçon de niveau 4. Son application et son sens de l'organisation en font un futur niveau 5. Si tu ne sais pas, tu vas dire que c'est dur. Or, pourtant, c'est pas trop compliqué comme ça. Il faut rentrer et essayer. Tu vas trouver que c'est pas trop dur, quoi. Moi aussi, je pense pour développer dans votre nubienne, quoi. Parce que j'ai commencé petit à petit. C'était niveau 0. Donc, j'ai rentré, commencé à enlever les briques, petits briques. Bon. Une année, j'ai fait petit briques. Bon, 2e année maintenant, je commence à dresser les murs. Bon, 3e année, je commence à faire la voûte. Donc, la 3e année, je commence à faire la voûte. Donc, je trouve que c'est meilleur. Donc, moi aussi, je pense pour développer là-bas. Au-delà de son intérêt économique, de son intérêt social et formateur, la voûte nubienne est une construction particulièrement adaptée au climat africain, puisque c'est en Afrique qu'elle a vu le jour il y a plus de 3000 ans. Ça fait partie de la recherche africaine. Parce que construire la voûte, moi je trouve que c'est le meilleur. Ouais, parce que je ne sais pas par rapport aux autres personnes, mais quant à moi, ça le lasse. Parce que la voûte matin qui était là quand tu le construis, ça donne toujours le contraire. C'est-à-dire en Afrique, au moment où il fait chaud, tu rentres dedans, il fait frais. Au moment où il fait frais, tu rentres dedans, il fait chaud. Donc nous, on n'a pas besoin de payer les climatiseurs pour un continent aussi pas assez riche, quoi. Donc ça nous plaît de construire la voûte. Et nous demandons à tous ceux-là, que tu sois européen, canadien, que tu sois, il faut que tu essayes aussi de construire aussi, quoi. Là, toi aussi, tu peux donner le bon exemple à d'autres personnes. Rastafari. La technique de construction de la voûte nubienne et la transmission de ce savoir sont désormais maîtrisées par Thomas Granier, Seri Youlou et l'ensemble des maçons voûtes. Mais le challenge, c'est de rendre ces habitations accessibles au plus grand nombre. Pour y parvenir, Thomas Granier a mis au point une méthode qui semble porter ses fruits. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur des communautés particulièrement intéressées par le concept, à partir de ce qu'on appelle des personnes clés, qui sont convaincues par le concept technique et convaincantes localement. Ces personnes clés, on va les repérer, on va les former, les sensibiliser, et on va appuyer leur propre communication. Elles ont pour tâche de repérer un premier cercle de clients et d'apprentis. Une fois qu'on a ce premier cercle, on démarre ce qu'on appelle un DPVP, vous excuserez le sigle. Et alors le DPVP, c'est déploiement du programme à partir de villages pilotes. Ces communautés deviennent des pôles de marché qui vont croissant. La demande s'ouvre, la formation permet à l'offre de s'ouvrir elle-même. Et imaginons qu'on a sur une région 200 villages, mais on en a 20 sur lesquels on a ouvert ces pôles de vulgarisation. En 4, 5, 8 ans, la totalité de la région est touchée. Ekobié habite Lia, un petit village à 50 km de Boromo. Convaincue par les qualités de la voûte nubienne, elle a sauté le pas. Elle a accepté d'être le personnage clé.
Ici, dans cette communauté rurale, on ne croit que ce qu'on voit. Ils attendent la finition de sa maison avant de construire. Comme il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça d'abord ici, c'est la première voûte qui est en train de construire au village ici. Donc les gens attendent pour que ça finisse, avant qu'ils voient ça, avant qu'ils attaquent pour eux aussi. Ils nous ont montré ces maisons. Elles sont très bien, ces maisons. Si tu les construis et que tu dors dedans, tu es bien. La maison, si tu fais un bon enduit dessus, elle ne vieillit pas. Toi, tu peux mourir, mais tes enfants pourront encore vivre dedans. Cette maison, c'est comme un nom de famille. Il ne se perd jamais. Quand cette maison sera finie, nous allons en construire une autre. Il faut beaucoup de voûtes dans le village. Si on en construit beaucoup, ce sera très bien. Destinée aux populations rurales, la technique de la voûte nubienne s'invite désormais chez les plus riches propriétaires de la capitale, visiblement attirés par ses qualités thermiques et par l'esthétique de cette construction. Pour Seri Youlou et Thomas Granier, c'est une véritable publicité au niveau local. Si les riches construisent en voûte, cela va rassurer les plus pauvres. Ils ont ainsi l'occasion d'améliorer l'image de la voûte nubienne. Ils pourront plus facilement atteindre leur objectif, améliorer la qualité de vie des paysans africains. Reconnaître la valeur d'une activité professionnelle, c'est accorder un statut social à celui qui s'y emploie. Le secteur informel occupe des millions de personnes à travers le monde, des emplois précaires dans lesquels on n'a pas d'autre choix que de s'abîmer l'existence. Seri Youlou et Thomas Granier ont su structurer des métiers, les valoriser, tout en apportant des bénéfices sociaux fondamentaux aux populations qui en avaient le plus besoin. Alors d'abord, il va falloir qu'on réussisse notre pari, qui en est qu'à ses prémices finalement, c'est-à-dire une vraie transformation d'une architecture à l'échelle de populations très importantes. C'est encore trop tôt aujourd'hui pour en parler, mais il y a quelque chose d'assez passionnant, et puis il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui nous posent un peu des questions, et il se peut qu'on devienne un petit peu exemplaire, on le souhaite en tout cas.